Bien, je vous propose de commencer. Tout d'abord, bonjour. Merci aux fidèles auditeurs, auditrices de ces leçons de la chaire de microbiologie et maladies infectieuses, mais aussi aux nouvelles qui sont présents aujourd'hui. Je pense que le sujet explique en grande partie la foule qui est ici dans cette salle et je vous remercie vraiment encore une fois d'être présent. Donc j'ai décidé cette année pour 2013-2014 de vous parler du microbiome, des microbiomes. C'est certes un sujet à la mode, mais raison de plus, je pense, pour essayer de voir les choses en détail, de décliner un certain nombre de ces aspects et de vous donner peut-être des pistes de réflexion, mais aussi une vision parfois un peu critique sur peut-être les excès qu'il peut y avoir de temps à autre dans l'interprétation d'un phénomène qui tend finalement à se révéler à nous. Donc on va aujourd'hui rentrer plutôt dans la fiche d'identité du microbiome ou des microbiomes de l'homme. Je vais y revenir rapidement. Nous avons la chance, et je le remercie d'ores et déjà, d'avoir avec nous sans doute des plus grands contributeurs au sujet ces dernières années, qui est Stanislas Duszko-Ehrlich, mais je n'en dirai pas plus. Je le présenterai un petit peu plus tard. On va décliner le sujet concernant l'interface entre ces microbiomes, ou disons microbiotes, pour parler des micro-organismes eux-mêmes, et du système immunitaire. On verra le rôle dans le métabolisme, en particulier ce que ces micro-organismes peuvent apporter à l'homme en bien, mais peut-être sous certains égards aussi en mal. On verra ce que certains micro-organismes ou certaines populations de micro-organismes peuvent justement faire en mal, et ça a été l'occasion d'un sujet des dysbioses d'avoir avec Matthias Schamaillard probablement, j'espère, un des plus jolis titres de cette série de leçons qui sont les flores du mal. Et puis la dernière sera sur le système, finalement, jusqu'où va cette symbiose, jusqu'où va-t-on finalement observer des phénomènes qu'on n'avait pas anticipés jusqu'à présent et qui traduisent finalement cette très longue coévolution entre l'homme et les microbes. Alors j'ai oublié presque délibérément la deuxième leçon parce qu'elle sort un tout petit peu du sujet, mais vous allez voir qu'elle y reviendra très très rapidement. C'est finalement d'essayer de voir avec vous où est la limite entre un symbiote, un micro-organisme qui colonise nos surfaces et un pathogène, comment finalement l'hôte, nous reconnaissons ou discriminons disons les bons micro-organismes des mauvais micro-organismes, et j'essaierai de vous faire le point là-dessus la prochaine fois. Donc encore une fois, toutes ces leçons seront bien entendu complétées par des séminaires qui seront faits par des chercheurs et des chercheuses de très très haut niveau dans le domaine. J'ai gardé la même formule que les années précédentes, c'est-à-dire je ferai une présentation d'environ 1h15. Vous savez que j'ai toujours eu un problème, c'est chronique pour maîtriser le temps, mais je ferai un effort cette année si possible. Et puis ensuite, nous avons un séminaire d'environ 45 minutes et des questions éventuellement avant, mais surtout après. J'aime bien, quand le sujet s'y prête, qu'on organise une petite, presque spontanément table ronde, de façon à avoir votre retour et vos questions si nécessaire. Donc, les microbiomes de l'homme, c'est plus pour l'intérêt de la rime que d'autre chose, mais je reviendrai très très rapidement, vous le verrez, sur finalement un glossaire et sur une sorte de définition des termes, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de termes qui sont apparus récemment, certains étaient classiques, d'autres sont des néologismes, donc il va falloir se retrouver un petit peu dans toute cette jungle de nouvelles terminologies. Le mot-clé quand même pour commencer, c'est symbiose. Et le terme de symbiose, finalement, est un terme relativement récent. Il a été introduit au milieu du XIXe siècle par un chercheur, un médecin, naturaliste, entomologiste, une espèce de personnalité un peu de la Renaissance, comme il existait chez ces scientifiques du XIXe siècle, donc allemand, qui s'appelle Anton du Barry. Et cette notion de symbiose a été introduite par lui, en tout cas, comme finalement la règle de vie commune de plusieurs espèces, c'est-à-dire l'association vivante d'espèces différentes. Et il a publié ça dans un ouvrage qui s'appelait Der Erscheinung der Symbiose, publié à Strasbourg. Je vous rappelle que Strasbourg était allemande à cette époque, en 1879. Donc l'association symbiotique est souvent construite autour d'un grand partenaire, finalement,
et qu'on appelle l'hôte, et de plus petits partenaires qu'on va appeler les symbiotes. Mais c'est une vision en fait très subjective, ça dépend un petit peu de ce qu'on entend par grand et petit, parce que pour la symbiose homme-microbe, par exemple, les microbes, comme vous le savez, dépassent largement, probablement 10 fois en nombre, le nombre des cellules qui constituent notre organisme. Finalement, le plus petit n'est peut-être pas nécessairement celui qu'on pense. Donc ça, c'est pour cette notion globale de symbiose et finalement revenir un petit peu sur les racines de ce terme qui souvent est un petit peu utilisé sous des significations différentes et on reviendra là-dessus. Donc encore une fois, l'association vivante d'espèces différentes, si vous en êtes d'accord pour l'instant. Alors, au fond, cette symbiose entre l'homme, les animaux, les mammifères et d'ailleurs beaucoup, sinon tous les phyla vivants, avec les bactéries, elle est tout à fait naturelle. Les bactéries sont survenues ou sont apparues sur la planète il y a à peu près 3 milliards d'années. C'était vraiment les premiers occupants vivants de la planète et depuis leur diversité et leur nombre n'a fait que croître et embellir. Mais je vous rappelle que dans cette période ici, il y a 2 milliards d'années, il n'y avait pas d'oxygène sur la Terre. Cette molécule toxique n'était pas encore apparue. On ne va pas rentrer sur les sources survenues dans cette période, il y a environ 1 milliard d'années de l'oxygène. Mais donc tous ces micro-organismes initiaux étaient des micro-organismes anaérobies, c'est-à-dire poussant sans mécanisme d'utilisation de l'oxygène. Et d'ailleurs, les premiers eucaryotes qui se sont séparés à ce moment-là de la branche des bactéries en particulier, étaient aussi des organismes anaérobies qui sont devenus multicellulaires, toujours anaérobies, probablement ils vivaient au fond des mers et ça ne leur posait pas de problème majeur, sauf que progressivement, la concentration en oxygène sur la planète s'est enrichie, pour arriver à ce qu'elle est aujourd'hui, c'est 21% de la composition de l'air qu'on respire. Et donc tous ces micro-organismes, toutes ces bactéries ont dû faire une reconversion extrêmement efficace pour utiliser l'oxygène, qui par ailleurs était toxique. Donc il a fallu non seulement gérer l'utilisation de l'oxygène comme carburant, mais aussi d'utiliser des mécanismes ou de développer des mécanismes de résistance à la toxicité de l'oxygène. Et comme finalement, la diversité de ces micro-organismes a généré, dans cette lutte croissante pour survivre en présence d'oxygène, des mécanismes extrêmement efficaces, tout naturellement, les bactéries sont devenues à un moment le système qui a été acquis par symbiose par les organismes eucaryotes, de manière à pouvoir assurer l'évolution dans ce monde qui s'enrichissait en oxygène. Et finalement, la mitochondrie, comme vous le savez, n'est rien d'autre phylogéniquement qu'une bactérie qui s'est associée à une cellule eucaryote et qui lui permet finalement de vivre et de faire son métabolisme en présence d'oxygène. C'est probablement la symbiose primaire par excellence. Et donc, sur cette base, finalement, il n'est pas très étonnant, compte tenu de la quantité énorme de micro-organismes qui vivent sur la planète, ça représente une moitié probablement de la biomasse en général, que tous les organismes qui se sont développés par la suite, d'une manière ou d'une autre, aient utilisé ce principe de la symbiose microbienne de façon à assurer leur survie. Certaines de ces symbioses, c'est difficile de le dire, ont sans doute été des éléments de survie à des moments clés dans l'évolution du climat, par exemple. D'autres sont véritablement des éléments tout à fait absolus, c'est-à-dire que dans certaines circonstances, l'absence de symbiose va amener à la disparition de l'organisme, de l'espèce, et ces événements sont probablement apparus à un moment ou à un autre. Dans ces problèmes de microbiologie, on a énormément de difficultés, on n'a pas de squelette de bactéries, on n'a pas toute cette paléontologie, toute cette paléomicrobiologie dont on rêve beaucoup, qui permettrait de construire les choses de façon un petit peu plus efficace. Simplement, pour faire les choses simples, les êtres vivants, eucaryotes multicellulaires, n'ont pas pu faire jusqu'à présent sans s'associer aux bactéries, sans s'associer aux micro-organismes, et on reviendra bien entendu là-dessus. Alors ce qui est très intéressant, c'est que cet intérêt pour la symbiose, et en particulier toute cette problématique de flore microbienne qu'on va appeler les microbiotes, et
dans le concept de leur base génétique, le microbiome, n'a pas nécessairement généré énormément d'intérêt. Il y a eu des publications, mais on voit vraiment, et c'est une statistique qui a été faite par Margaret McFall dans une revue récente, il y a 2008 maintenant, où on voit qu'il y a véritablement une montée exponentielle du nombre de publications sur des problématiques de symbiose dans des domaines très, très différents, très divers. Et on peut effectivement se poser la question, j'ai rajouté un point d'interrogation sur qu'est-ce qui s'est passé entre, par exemple, les années 90 et les années 2000 pour expliquer cette poussée exponentielle. Je pense que les nouvelles technologies, le séquençage à haut débit en particulier, qui a permis de donner une beaucoup plus large vision sur la diversité, la complexité de ce monde microbien, a considérablement participé à cette augmentation d'intérêt. Mais je pense aussi que finalement, par rapport à ce que j'ai connu quand j'ai commencé ma carrière en étudiant les mécanismes de la pathogénicité, c'est-à-dire le mécanisme de la maladie qui fait un petit peu peur, la symbiose, ça fait plutôt rêver au fond, et peut-être ça explique de façon un petit peu romantique cette espèce d'intérêt actuel qui va croissant, comme vous le voyez ici, d'après les publications, de façon exponentielle. Donc il y a un vrai intérêt global de la communauté scientifique maintenant dans ces processus de symbiose avec le monde microbien, et c'est bien entendu un peu autour de ça qu'on va tourner. Pour rester tout de même dans la symbiose ou dans les symbioses, j'ai rajouté un S à la fin, et sans vouloir faire des catégories trop strictes, quels sont les paramètres finalement de ces symbioses? Il y a bien entendu l'ancienneté apparente de cette codépendance entre un hôte et son ou ses symbiotes, et puis il y a l'intensité et l'étendue de cette codépendance. Et en fait, il y a deux pôles très importants. Il y a des symbioses qui sont probablement extrêmement anciennes, qui sont dites symbioses primaires, où en fait le micro-organisme finalement a évolué ou coévolué avec son hôte avec la formation d'un ce qu'on appelle un bactériome ou un véritable organe spécialisé. C'est-à-dire qu'il existe dans l'être qui vit cette symbiose un organe particulier qui correspond à la présence de micro-organismes qui vont lui fournir en fait l'avantage sélectif qui ferait que probablement cette espèce disparaîtrait si elle ne l'avait pas. Et je vais juste vous donner un exemple très rapide pour illustrer ce propos. Et puis il y a les symbioses qu'on appelle facultatives, symbiose secondaire, c'est peut-être pas un très très joli terme, en fait au cours desquelles le symbiote ne vit pas vraiment dans un organe spécialisé et n'est pas indispensable à la vie de l'hôte, en tout cas dans l'espace de temps, dans les conditions environnementales où on l'étudie à un moment donné, mais il n'est pas impossible, comme je disais au début, que cette symbiose ait permis à cet organisme de survivre dans des moments où il avait un besoin nutritionnel particulier ou de résistance à un stress environnemental particulier. Et puis encore une fois, imaginons-nous quelques instants sans flore microbienne, il n'est pas impossible que la fragilité que ça induirait ferait que nous-mêmes, en tant qu'individus, aurions énormément de mal à survivre. Donc, des catégorisations qui ont les limites, qui ont toujours les catégorisations, mais qui permettent de se déplacer un petit peu dans ces concepts plus facilement. Et bien entendu, plusieurs espèces symbiotiques peuvent coexister chez le même hôte, et c'est le cas, bien entendu, des microbiotes, puisqu'ils présentent généralement une grande diversité, en tout cas chez les eucaryotes multicellulaires supérieurs, en particulier chez les mammifères. Alors, le très joli exemple d'une symbiose primaire, c'est en particulier le travail justement de Margaret McFall Guy au fil des années, depuis une vingtaine d'années environ, c'est d'avoir travaillé sur ce petit calmar en fait, qui est très prévalent dans les îles, enfin dans la région des îles Hawaï, qui s'appelle le Prymna scolopes. Et ce petit calmar, il a un problème pour vivre, ou pour survivre en tout cas aux prédateurs, c'est que lorsqu'il sort la nuit, il sort du sable la nuit pour aller se nourrir de phytoplancton, comme la lune éclaire la surface de la mer, les prédateurs voient son ombre en réalité, et c'est grâce à la vision de son ombre qu'ils vont se précipiter sur ce pauvre petit calamar et l'avaler. Donc ce que
la nature et l'évolution a fait, c'est de créer cette symbiose primaire qui correspond du côté de l'animal à cet organe spécialisé que vous voyez là-haut, fluorescent, qui est l'organe lumineux. Et en fait, ce qui produit cette fluorescence, c'est une bactérie très particulière et une seule espèce bactérienne que cet animal va être capable de récupérer, de filtrer au sein d'une population microbienne qui, bien entendu, dans cet environnement est relativement riche, qui s'appelle Vibrio fischeri. Et Vibrio fischeri est un vibrio qui produit une protéine fluorescente, qui d'ailleurs a donné lieu à tous les développements ultérieurs de ce qu'on appelle la GFP, et d'ailleurs un prix Nobel il y a 4 ou 5 ans. Donc cette symbiose primaire qui s'est structurée dans cet organe lumineux permet à cet animal finalement de produire de la lumière par cette fluorescence et d'éviter cette image d'ombre qui fait que les prédateurs vont éventuellement le repérer et l'avaler. Donc on a là finalement un modèle de symbiose primaire qui bien sûr n'est pas un modèle généralisable dans la mesure encore une fois où on parle d'un élément spécialisé, mais qui va néanmoins, et au fur et à mesure que les publications sortent, prendre valeur générale au sens où on voit très bien dans ce système les mécanismes de sélection, par exemple, d'un micro-organisme par rapport à un autre. Et puis on voit très bien aussi que ce micro-organisme, en fait, et en particulier certaines molécules de la paroi de ce micro-organisme, qu'on appelle le peptidoglycane, sont nécessaires en fait au développement de cet organe lumineux. Ce qui fait qu'on n'est pas uniquement en présence d'un processus symbiotique, on est en présence d'un vrai mutualisme où l'hôte probablement favorise, protège ce micro-organisme, et ce micro-organisme assure non seulement cette bioluminescence, mais aussi le développement de l'organe lumineux lui-même. Donc c'est pour vous dire quand même, en termes de coévolution, à quel degré de perfection certains systèmes ont abouti, mais aussi à quel degré éventuellement de spécialisation, ce qui n'est pas toujours une très bonne chose. Donc de là, on peut commencer à réfléchir à ce que peuvent être des schémas finalement plus larges de symbiose, c'est-à-dire passer d'un paradigme entre guillemets simple comme celui de l'organe lumineux ou comme celui de micro-organismes endosymbiontes comme Wolbachia par exemple, qui chez les insectes joue un rôle extrêmement important dans la différenciation sexuelle, dans un certain nombre de processus liés finalement au développement de ces organismes. On a là des systèmes qui, encore une fois, ont valeur, ont intérêt sur le plan moléculaire dans l'étude des échanges microbes-hôtes, mais qui ne sont pas nécessairement totalement généralisables. Donc on conçoit bien que pour parler de microbiome ou microbiote humain, il faut passer à une autre échelle, à une méta-échelle, on y reviendra tout à l'heure, et donc à l'analyse de systèmes complexes où on a une flore bactérienne qui est marquée par sa quantité, par sa diversité, et donc la nécessité d'étudier finalement les choses à la fois dans un contexte très large et en même temps d'essayer progressivement de les ramener à des modèles intégrés plus simples, et c'est finalement le grand pari et le grand défi que pose l'étude de ces processus de symbiose dans le cas des microbiotes humains. Donc, je vous avais promis quelques explications, un glossaire. Le microbiote, on peut considérer que c'est l'ensemble des micro-organismes, bactéries, levures, champignons, archébactéries, présents au sein d'un écosystème particulier. On a souvent tendance à oublier les virus et je pense qu'il faut véritablement que les virus rentrent aussi dans cette équation. Je vous en reparlerai rapidement à la fin. Le microbiome, finalement, c'est sur la base de ces micro-organismes l'ensemble du matériel génétique, l'ensemble du patrimoine génétique que représente cette association de microbes au sein d'un hôte donné. La métagénomique, vous en entendez beaucoup parler, c'est l'analyse génomique de l'ADN extrait directement d'un échantillon clinique, environnemental, et on séquence en masse et on a, après analyse bioinformatique, bien entendu, une vision sur la richesse génique de cette communauté microbienne complexe. Alors on peut l'évaluer
de diverses façons. On peut la pratiquer de diverses façons, cette analyse métagénomique, soit par l'ARN16S, on y reviendra, soit par ce qu'on appelle maintenant le deep sequencing, ou le séquençage profond, qui consiste non pas à cibler sur des régions données du génome de façon à identifier des phyla bactériens, mais vraiment à séquencer l'ensemble du génome. Vous voyez la différence d'échelle en matière d'analyse, en particulier bioinformatique, et avoir une vraie vision globale sur l'ensemble de la panoplie de gènes, finalement, qu'apporte cette famille de symbiotes à un hôte. Et vous verrez que les chiffres font parfois un petit peu froid dans le dos. On parle parfois de pangénome. Alors ça, c'est un concept qui concerne finalement une espèce bactérienne donnée. On s'aperçoit de plus en plus que la génomique, au fur et à mesure qu'on séquence plus de génomes de bactéries au sein d'une même espèce, montre une grande variabilité. C'est-à-dire qu'on a souvent ce qu'on appelle un corps génome, c'est-à-dire un pool de gènes qui sont extrêmement présents, stables dans l'ensemble de l'espèce. Et puis on a énormément de variabilité, ça varie considérablement d'une espèce à l'autre. Parfois, par exemple, le pneumocoque, 50% des gènes du pneumocoque sont stables et 50% ne sont pas nécessairement retrouvés dans d'autres bactéries, dans d'autres isolats de la même espèce, Streptococcus pneumoniae. Donc le pangénome, c'est finalement dans un concept qui croît au fur et à mesure qu'on séquence de nouveaux génomes au sein d'une même espèce, l'ensemble des gènes que représente une espèce donnée à un moment donné. Le risque, lorsqu'on a des micro-organismes qui présentent un degré de variation très important, c'est que ça finit par remettre en cause en fait, la classification d'espèces qui est basée sur des critères qui sont souvent des critères biochimiques qui peuvent, dans ces conditions-là, être remis en question. Alors, symbiose, j'aimerais bien qu'on garde ça comme un terme générique, comme je l'ai défini tout à l'heure. Le commensalisme, c'est cum mensa, c'est on mange à la même table, il y a déjà une notion d'échange quelque part, microbe-hôte, hôte-microbe. Le mutualisme, c'est un vrai échange mutuel, c'est-à-dire que le microbe apporte, ou les microbes apportent quelque chose à l'autre, l'autre apporte quelque chose au microbe, et on imagine que ce type de symbiose, bien entendu, va être extrêmement solide. Et puis, on en parlera la semaine prochaine, le parasitisme, la pathogénicité, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire bien sûr l'hôte va se rétracter, tomber malade en présence de ces micro-organismes, et on est donc dans un schéma là qui est un vrai schéma pathologique et non pas un schéma de santé ou d'homéostasie comme on est dans les étapes précédentes. Alors, pour rentrer un petit peu dans l'historique, parce que, bon, sans aucune remarque négative par rapport au magnifique travail qui a été fait sur la métagénomique des microbiotes ces dernières années, on a un peu tendance à perdre de vue que le concept de microbiome, ou de microbiote en tout cas, existait depuis très longtemps, et j'ai essayé de remettre un petit peu les choses dans une perspective historique. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que cet instrument? Pardon? C'est un microscope. Ce n'est pas un microscope, c'est le premier microscope. En fait, on est au milieu du XVIIe siècle, oui, du XVIIe siècle, vers 1650, et un chercheur hollandais, Anthony van Leeuwenhoek, invente le premier microscope. Alors, le premier, en fait, c'est un instrument très high-tech de l'époque. Ce que vous avez là, c'est la lentille, c'est-à-dire qu'il prenait des baguettes de verre qu'il faisait fondre et il faisait, à partir de ces gouttes de verre, des lentilles d'épaisseur différente, ce qui permettait de changer de focale et d'avoir des grandissements variables. Il arrivait à avoir des grandissements entre 40 et 250 fois, ce qui a été bien suffisant, bien entendu, pour observer le monde bactérien tel qu'il a pu l'avoir sous ce microscope. Et là, on a cette espèce d'aiguille ici qui était le portoir sur lequel il mettait ses échantillons pour les examiner. Et toute cette espèce d'énorme système ici correspondait à un système de réglage en 3 dimensions pour monter, descendre ou augmenter la profondeur d'observation de l'échantillon. C'est très émouvant, pour résumer. Donc Anthony van Leeuwenhoek était un
Alors, je ne sais pas très bien comment le qualifier, parce qu'il ne savait même pas qu'il était microbiologiste à cette époque-là, donc à Utrecht. Et il a fait les premières observations de flore microbienne complexe. Ce qu'il a fait, en fait, c'est de se gratter les dents, la racine des dents, éventuellement la gencive, de resuspendre ça dans une goutte d'eau et de regarder, bien entendu, cet échantillon sous son microscope. Et avec beaucoup d'applications, il a finalement reconstruit la richesse de cette flore microbienne dentaire ou buccale sur des cahiers, avec les formes des micro-organismes, mais non seulement les formes variables, mais aussi matérialisant le mouvement, parce qu'il a vu que certains de ces micro-organismes étaient mobiles sous la lentille de son microscope. Et il a soumis ça à la Royal Society à Londres, puisqu'il était membre de la Royal Society, comme la première évidence écrite de l'observation microscopique. Alors, on appelle ça maintenant des bactéries, lui appelait ça à l'époque des animalcules, je trouve qu'on aurait dû garder le terme, d'ailleurs c'est très joli, et dans la plaque dentaire de l'homme. Et il avait fait cette phrase, c'est en anglais puisqu'il le communiquait devant la Royal Society, en disant « There are more animals living in depots accumulating on the teeth of everyone's mouth than living creatures in an entire kingdom ». Et comme il avait beaucoup d'humour, il ajoutait « especially in those who never wash their teeth ». Donc j'ai beaucoup de tendresse pour cet homme qui est vraiment le créateur de la microbiologie, mais qui nous met d'emblée en fait dans le concept des communautés microbiennes. Bien sûr, les choses ont changé depuis les premières observations d'Anthony van Leeuwenhoek, et on va donc rentrer non pas dans les détails, parce que ce serait, je pense, à la limite relativement ennuyeux, mais dans certains concepts généraux sur la diversité de ces flores microbiennes, avec bien entendu un poids plus important sur le microbiote intestinal qui est le mieux connu. Mais il ne faudrait pas que l'arbre, quelle que soit sa taille et son importance, cache la forêt. On a un microbiote au niveau des dents, on a un microbiote au niveau de la langue, on a un microbiote au niveau des joues, au niveau des amygdales, au niveau des voies aériennes supérieures. On a même découvert récemment, les papiers nécessitent d'être un petit peu précisés, que dans le tractus respiratoire inférieur, dans la trachée, dans les bronches, dans les alvéoles pulmonaires, il y a un microbiote d'une grande diversité, alors que le concept antérieur était que cette zone devait être théoriquement stérile. On est là dans un certain nombre de difficultés, dans la mesure où on vient à un concept un petit peu maintenant plus de stérilité dynamique, c'est-à-dire que les microbes sont là, mais ils sont rejetés par les mouvements ciliaires, par le mucus. Donc, à un moment donné, la véritable population est difficile à mesurer. Et par ailleurs, toutes ces méthodes moléculaires dont on va parler peuvent aussi identifier les acides nucléiques, l'ADN de micro-organismes morts. Donc, on peut imaginer qu'une partie de ce microbiome qui est identifié dans les alvéoles pulmonaires, par exemple, correspond à des bactéries qui ont pénétré par effraction, mais qui sont mortes dans les macrophages, et qu'on arrive à séquencer un peu d'ADN avant que tout l'ensemble soit dégradé, y compris par des nucléases. Donc il y a encore des zones où la réalité, la diversité de ce microbiote reste à peut-être voir rediscuter. La peau est un microbiote très riche et beaucoup plus diversifié, on y reviendra. On dit classiquement maintenant qu'il y a plus de différences d'espèces microbiennes entre par exemple les zones sèches et les zones humides de la peau qu'il n'y a de diversité de la faune entre une zone saharienne et une zone de la jungle humide au plus profond de l'Afrique. Donc il y a des choses qui commencent à émerger dans tous ces domaines qui sont tout à fait passionnantes. La flore vaginale, bien entendu, chez la femme, dominée par les lactobacilles, maintenant un pH relativement bas et qui semble effectivement essentiel à la santé, si l'on peut dire, de cette région, donc probablement au succès de la reproduction. Donc il y a derrière tout ça, dans cette diversité, des fils conducteurs qu'il faut commencer à essayer de saisir. Alors, le microbiote de l'organisme humain, donc on parle là des bactéries elles-mêmes.
Il était antérieurement dénommé flore microbienne, hein, ça veut dire la même chose, simplement on utilise de plus en plus je dirais, ce néologisme, et correspond donc à l'ensemble des bactéries, champignons, autres micro-organismes que le corps humain contient en grand nombre. Donc on parle de microbiote global, mais on peut aussi parler de microbiote individuel pour une région donnée, telle qu'on l'a définie dans la diapositive précédente. Donc chacun en fait, de ces sites corporels, chez l'homme, aussi chez les mammifères, correspond à une niche écologique spécialisée, avec ses propres consortia microbiens, avec ses propres dynamiques communautaires, et finalement, au bout du compte, des interactions étroites et qui restent maintenant à bien définir entre ces communautés microbiennes et les tissus et les cellules, bien entendu, de l'hôte. Alors, le plus étudié des microbiotes humains, c'est le microbiote intestinal, et je vais beaucoup vous parler du microbiote intestinal. Il est très divers, bien entendu, à la fois sur le plan de la taxonomie, de la génétique et de la fonctionnalité, et on va voir un petit peu comment les choses se sont mises en place. Alors, historiquement, c'est assez intéressant parce que les débuts de la microbiologie, non pas celle de Anthony von Leeuwenhoek, mais celle de la fin du XIXe siècle, celle de Pasteur, celle de Robert Koch, a été une microbiologie très centrée sur les pathogènes. La nécessité du temps faisait que la vision du monde microbien qui était en train d'émerger s'était centrée quand même beaucoup sur les pathogènes, et les premières grandes contributions, que ce soit dans le domaine des bactéries, des virus, ont été faites bien entendu sur des micro-organismes pathogènes qui étaient les plaies de l'époque, qu'on pense au virus de la rage du côté de Pasteur ou du Mycobacterium tuberculosis, le bacille de Koch découvert par Koch, l'étiologie de la tuberculose. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que dans cette, et c'est souvent comme ça, dans cette, c'est pas une masse parce qu'il n'y avait pas encore énormément de gens faisant ça, mais dans ce groupe de savants, comme on les appelait à l'époque, qui s'occupaient de cette microbiologie récente, et rapidement évolutive, la plupart s'intéressaient aux pathogènes, l'école pasteurienne s'intéressait très largement aux pathogènes, avec peut-être quelques exceptions, on va y revenir. L'école allemande s'intéressait aux pathogènes, mais quelques personnes allaient un petit peu plus loin. Et un de mes héros dans toute cette histoire est un chercheur allemand qui s'appelle Theodor Escherich, d'où d'ailleurs le nom d'Escherichia, comme genre, et Escherichia coli comme espèce, qui était un pédiatre. Je pense qu'il était né en Autriche, mais il a essentiellement pratiqué en Allemagne, qui voyait ces petits-enfants avec des maladies diarrhéiques éventuellement, qui savaient qu'il y avait dans ces situations-là des pathogènes, mais qui au fond retrouvaient à peu près les mêmes micro-organismes que l'enfant soit malade ou ne soit pas malade, et en particulier des micro-organismes qu'on appellera ultérieurement des entérobactéries, et en particulier quelque chose auquel il a donné son nom, qui est Escherichia coli, Escherichia coli, le colibacille. Donc très rapidement, ces personnalités un petit peu borderline, peut-être parce que leurs activités cliniques ou leurs activités entomologiques les amenaient à voir d'autres types de communautés microbiennes, ont commencé à s'intéresser à autre chose qu'à la pathogénicité. Et Escherich disait, je l'ai pris, bon, il disait en allemand bien entendu, ça apparaît dans les revues en anglais, je n'ai pas voulu le retraduire encore en français parce qu'à force de traduire d'une langue à l'autre, on finit par perdre un petit peu le sens et la réelle signification des choses. Mais at a time when microbiological research has gained us so many laurels by following the research methods of Koch into the regions of the etiology and pathology of infectious diseases. Alors il oubliait Pasteur, bien entendu, bon, il était allemand, vous savez qu'à cette époque-là, on ne s'aimait pas beaucoup. Et il dit que dans ce monde-là, il apparaîtrait finalement sans signification particulière, et ce serait sans doute un exercice un petit peu difficile d'examiner et d'essayer de commencer à disséquer au fond cette communauté de micro-organismes qui se sont probablement assemblés de façon un petit peu au hasard dans des selles normales et dans le tractus intestinal, donc une situation qui semble, comme il le disait, contrôlée par des milliers ou un millier de coïncidences. C'était une façon de présenter finalement l'état d'esprit éventuel. Mais lui disait aussi, malgré tout, j'ai dédié ma carrière maintenant, au moins une année, à rentrer dans ces études
et j'ai vraiment la conviction qu'une connaissance précise de ces conditions est essentielle pour mieux comprendre non seulement la physiologie de la digestion, mais aussi, bien entendu, à terme, la pathologie. Donc c'est un des premiers qui a commencé à mettre en phase cette notion de physiologie, d'homéostasie et, bien entendu, de pathologie liée aux micro-organismes. Et, bon, ça paraît des évidences maintenant, mais je pense qu'il fallait des idées extrêmement avancées et un esprit d'observation important à l'époque. Alors l'autre personnalité, un autre héros de la microbiologie, c'est bien entendu Elie Metchnikov, un grand biologiste du développement, prix Nobel de physiologie ou de médecine en 1908 avec Paul Ehrlich, pour son travail en particulier, bien entendu, sur la phagocytose. Mais Metchnikov avait d'autres hobbies. L'immunologie, bien entendu, c'était son activité principale, celle qu'il a en particulier développée à l'Institut Pasteur à Paris. Mais il s'intéressait aussi à l'homme en général, et il s'intéressait en particulier à la prolongation de la vie. Et sur la fin de sa vie, compréhensible, il a développé un certain nombre de théories un petit peu hétérodoxes, et en particulier, une de ces théories principales, c'était la théorie de la pourriture intérieure. C'est-à-dire qu'en fait, le vieillissement était lié à la pullulation non contrôlée, progressive dans l'intestin de bactéries produisant des poisons, dont il restait bien entendu à définir la nature, mais finalement amenait à terme au décès du fait de ce processus de vieillissement engagé. Et pensait que cette putréfaction intérieure, elle pouvait être contrôlée, contrebalancée par l'administration d'un certain nombre de micro-organismes, c'est la notion de probiotiques, et en particulier de lactobacillus comme Lactobacillus bulgaricus. Et cette théorie elle était basée sur le fait qu'il avait observé qu'en Bulgarie, justement, les gens vivaient centenaires parce que, entre guillemets, c'était resté purement corrélatif, ils mangeaient essentiellement de produits lactés, et en particulier de yaourts, d'où cette notion de probiotiques et cette notion éventuellement de prolongation de la qualité de la vie par l'absorption de ce type de micro-organismes. Et en fait, cette notion a été reprise par un microbiologiste japonais qui s'appelle Shirota dans les années 20 ou 30 et a amené à la constitution finalement de théories bâties sur les bons micro-organismes et en particulier l'utilité des probiotiques qui sont très riches à la fois dans l'alimentation maternelle, puisque le lait maternel est riche en lactobacilles, et dans les produits lactés qu'on consomme couramment. Donc, avec bien entendu une certaine naïveté, Metchnikov avait quand même posé un certain nombre de jalons tout à fait intéressants. Theobald Smith, aux États-Unis, à peu près à la même période, c'est la fin du XIXe siècle, dit une chose aussi importante, j'en sors un petit peu les phrases de leur contexte, mais globalement l'idée était là, c'est que finalement la nature, l'identification des bactéries, certes c'est important, ça nous intéresse, mais ce qui nous intéresse encore plus, c'est ce que globalement ces bactéries font à leur hôte. Et ça aussi, ça rentrait bien entendu de ce concept de communauté microbienne et d'interaction pour l'homéostasie ou éventuellement pour la pathologie avec les communautés microbiennes. Puis toujours à cette même époque, un chercheur américain aussi qui s'appelle Arthur Kendall a écrit en 1909 en fait un article où il faisait un peu la revue de ses observations sur l'étude des bactéries intestinales, un petit peu sur le même thème qu'on a décliné jusqu'à présent avec les autres chercheurs qu'on a mentionnés, mais lui était déjà rentré dans un aspect véritablement d'analyse métabolique et de compréhension finalement de ce que pourraient être les échanges entre ces flores microbiennes et l'hôte. Et j'ai extrait on est en 1909 quand même, d'un chapitre d'un de ces livres, cette phrase que j'ai trouvée formidable, et parmi d'autres qui sont tout aussi visionnaires, ayant déterminé par expérience qu'un régime alimentaire donné, par exemple riche en protéines, est associé avec un type défini d'activité bactérienne, et que de façon, par coïncidence, certains de ces indicateurs sont présents dans l'urine de l'hôte, ce qui est quand même assez impressionnant.
il devient relativement simple d'isoler les souches individuelles de cette flore fécale et de reproduire finalement de façon individuelle, la bactérie, l'hôte, cette association symbiotique et les conséquences métaboliques qu'elle peut avoir dosées dans les urines. Et ça, je trouve que c'est une espèce de flash de vision formidable parce qu'on a là-dedans, bien entendu, la notion de microbiote, la notion de fonctionnalité individuelle des espèces qui composent le microbiote, les éléments métaboliques, ce qu'on appellerait aujourd'hui des biomarqueurs, dosables éventuellement dans un organe ou dans un fluide qui ne correspond pas à site où se développe ce microbiote, c'est-à-dire dans les urines. Donc, on a déjà l'essence de la métabolomique dans, finalement, dans ce livre, dans cet ouvrage qui a été publié en 1909, et je trouve ces éclairs comme ça, ces visions tout à fait émouvantes en réalité. Alors, il faut faire un lien avec cette microbiologie déjà un peu visionnaire de la fin du 19e et du début du 20e siècle, avec finalement la prochaine grande vague d'activité dans le domaine qui va se faire dans les années 60-70. Et celui qui va faire le lien entre ces deux périodes, c'est un chercheur américain qui s'appelle Theodore Roseberry, qui a écrit plusieurs livres, en particulier Life on Man, qui est, je trouve, un très très joli titre, qui essayait de faire finalement la synthèse de l'ensemble des travaux et de la connaissance du monde microbien en interaction avec l'homme, telle qu'elle avait été produite par un certain nombre de chercheurs, ceux que j'ai mentionnés et bien entendu d'autres. Et comme c'était un chercheur relativement finalement perfectionniste et probablement un petit peu compulsif, il a commencé à rédiger cette revue générale qui a été un peu l'œuvre de sa vie en 1944 et elle a été publiée en 1962, probablement parce qu'entre-temps s'accumulaient des données nouvelles et qu'il était finalement dans une position délicate pour essayer de dire cette fois-ci j'ai fini, je publie. Donc on connaît des chercheurs comme ça, pour le meilleur et pour le pire. Roseberry probablement était de ceux-là, et il a donné d'ailleurs son nom à un micro-organisme roseburien. Donc, en résumé, une espèce de corpus de connaissances qui s'était constitué jusque vers les années 60, tel que Roseberry les a identifiés et mis véritablement en partition presque. Vous pourriez voir cette revue, les tableaux où il présente l'ensemble de la diversité des micro-organismes est assez impressionnante. Alors, les choses vont quand même bouger considérablement à partir des années 60 et 70, où on va vraiment voir la contribution de chercheurs pionniers qui sont maintenant nos contemporains, hein, certains d'autres, la plupart sont avec nous, qui sont vraiment des pionniers de la vision moderne du microbiote intestinal. Et j'ai essayé de refaire un tableau, même si c'était un exercice un petit peu scolaire, je dirais, à partir d'une très très jolie revue et très honnête et très bien équilibrée revue de Dwayne Savage en 2001 dans Current Issues in Intestinal Microbiology. Donc les grands pôles finalement du sujet sont mis en place dans les années 60-70. Il y a tout d'abord la composition prédominante, très prédominante de microbiote par des bactéries anaérobies, plus de 50 genres bactériens, on sait maintenant qu'il y en a encore plus, une centaine d'espèces, on sait qu'il y en a encore plus, et en particulier la présence d'archées méthanogènes. Tout ça, c'est des notions qui sont apparues dans les années 70, et je vous ai mis les noms d'un certain nombre de chercheurs, Drazar, Sam Gorbach, Hennel, Mitsuoka, Harry William Smith en Angleterre, qui ont vraiment été des pionniers dans ce domaine. Il y a la notion de chiffres, qu'on a tous en tête, bien entendu, 100 milliards de bactéries par gramme de sel, 50% de la masse fécale représentée par des bactéries. Tout ça, ce sont des chiffres qui ont été donnés à cette époque-là, qui sont soit des mesures directes, soit des extrapolations, sachant qu'à l'époque, on faisait de la vraie, entre guillemets, microbiologie, c'est-à-dire qu'on faisait pousser les micro-organismes, et on verra bien entendu que c'était aussi une limitation. L'établissement chez le nouveau-né de cette flore microbienne selon un schéma qu'on appelle maintenant un schéma de succession écologique. On va revenir rapidement sur ce que ça peut signifier.
Dubos, Schedler, qui a donné d'ailleurs un nom à une flore artificielle qu'on utilise, 2 chercheurs français de l'INRA, qui sont donc Pierre Raybaud et Robert Ducluseau, et j'y reviendrai rapidement, qui sont véritablement 2 des pionniers dans ce domaine. Certaines espèces forment une communauté associée à la surface de la couche de mucus dans l'intestin, ou d'autres restent luminales. Tout ça, c'est des belles observations qui ont été faites, en particulier par René Dubos, qui était un microbiologiste au Rockefeller. Et puis, les membres du microbiote obéissent à des lois écologiques, ils sont régulés par des facteurs de l'environnement, de l'hôte et d'eux-mêmes d'ailleurs. Et je vous ai mis la liste des non restrictives des chercheurs qui ont fait avancer finalement ce qu'Escherich avait anticipé. C'est-à-dire que tout ça, ce n'était pas totalement aléatoire, ce n'était pas une addition d'un millier de chances, c'était véritablement un schéma écologique qui se mettait en place, qui se stabilisait et qui éventuellement se maintenait en fonction de stress exogènes, ce qu'on appelle la résilience. Et puis cette notion qui commence à émerger qu'en fait le microbiote peut être vu comme un organe indispensable de la vie, ou à la vie, un organe oublié. Et là encore, on retrouve les noms de Raybaud et de Ducluseau. Et j'ai voulu quand même leur rendre un petit peu hommage parce qu'on a toujours tendance à beaucoup citer la littérature anglo-saxonne parce que bon, toute cette littérature est plus accessible. Mais Pierre Raybaud et Robert Ducluseau ont vraiment, dans ces années 60-70, fait émerger un certain nombre de concepts et de techniques, en particulier la croissance anaérobie à partir de flores complexes, la mise au point d'animaux qu'on appelle axéniques, c'est-à-dire d'animaux qui sont élevés sans microbes et qu'on peut ensuite repeupler pour étudier ces dynamiques de micro-organismes qui colonisent ou de populations de micro-organismes qui colonisent l'intestin. Les notions justement d'ensemencement primaire et de mise en place, de construction de ce microbiote, les notions de symbiose ou de synergie entre les micro-organismes ou au contraire d'antagonisme entre les micro-organismes, aérobie versus anaérobie, ainsi de suite. Tout ça sont des notions qui étaient publiées dans les journaux de microbiologie de l'époque, en particulier les Annales de l'Institut Pasteur, qui était un grand journal, malheureusement ça ne l'est plus, et qui ont marqué quand même cette transition, cette période transitionnelle où, je dirais finalement, le microbiote est devenu moderne. Alors, finalement, on peut dire presque de façon provocative que souvent, et ce n'est pas uniquement dans ce domaine spécifique, les techniques ont précédé les concepts. De peu, mais la plupart du temps, en fait, c'est que les techniques permettent les concepts, permettent de faire des constructions intellectuelles qui seraient difficiles véritablement dans des éléments aussi complexes d'imaginer. Donc le microbiote est un domaine où les progrès de la connaissance et des concepts ont souvent suivi ces grandes avancées méthodologiques. Par exemple, l'amélioration de la culture, il est clair que les grands progrès qui ont été faits dans la culture des bactéries anaérobies, en particulier des bactéries extrêmement sensibles à l'oxygène, dans les années 60, les tubes de Raybaud, les chambres de Fretter, toute la technologie de A à Z pour amener un échantillon microbien jusqu'à l'isolement d'un micro-organisme anaérobie ont permis, au fond, de caractériser, en tout cas, certes partiellement, mais de caractériser ces flores. L'expérimentation utilisant des animaux axéniques, donc sans germe, a permis par ce qu'on appelle la gnotoxénie, c'est-à-dire la recolonisation par un ou plusieurs micro-organismes, de commencer à étudier cette dynamique d'implantation et cette stabilisation des flores. Plus récemment, à la fin des années 70, ce qui est apparu, c'est ce qu'on appelle finalement l'utilisation des gènes codants pour l'ARN ribosomal 16S et la réalisation par Busk qu'en fait, au sein de ces gènes codants pour l'ARN ribosomal 16S, existaient des portions constantes et des portions variables et qu'on pouvait éventuellement, à partir de l'identification de ces portions variables, reconstituer l'arbre phylogénique des micro-organismes et leur taxonomie, et donc d'assigner finalement à une séquence une espèce. Et ça a permis de faire basculer le monde
du microbiote et de la microbiologie en général, environnementale, animale et humaine, de la microbiologie classique à la microbiologie moléculaire. Et puis plus récemment, bien entendu, et Duško nous en parlera, l'énorme révolution du métaséquençage. Alors, pourquoi tout ça? Pourquoi j'insiste sur tout ça? Parce que ça a vraiment été une période, et l'ayant vécu, j'ai quand même vu les progrès et aussi parfois les limites. Donc, la culture, l'isolement des bactéries a été longtemps, finalement, les talons or de l'identification microbienne, en particulier, bien entendu, bactérienne. Isolement des colonies, identification qu'on fait en général par la morphologie, la motilité, la coloration au gramme et puis surtout l'analyse biochimique qui s'est peu à peu modernisée, voire automatisée, éventuellement l'agglutination. Il y a eu un grand progrès récent qui est très utilisé en clinique, bien entendu, qui est la spectrométrie de masse maintenant avec des cartes d'identification sur les pics de spectro de masse. On peut mettre une colonie microbienne et avoir très très rapidement l'identification de ce microbe. Donc même la microbiologie classique s'est considérablement améliorée, à la fois en précision et en rapidité. L'isolement facilité par l'utilisation, la mise au point de milieux parfois très compliqués d'enrichissement ou de milieux sélectifs, en particulier bien entendu toute cette microbiologie anaérobie qui est lourde. Mais dans de nombreuses situations, on s'est apparu, on a commencé à voir que tout ça avait des limites et qu'en réalité, guère plus de 60%, parfois dans certains environnements 80% des bactéries pouvaient être identifiées et qu'il restait toujours une part extrêmement importante de micro-organismes qui résistaient à la culture, soit parce qu'ils étaient très difficiles à cultiver, soit qu'éventuellement ils soient incultivables par définition parce que ne vivant comme certaines archébactéries que d'une symbiose avec d'autres micro-organismes. Donc c'est là, bien entendu, qu'est intervenue la dimension moléculaire du diagnostic microbiologique, et en particulier le papier Princeps de Veuze en 1977 dans PNAS sur la séquence des ADN codants pour les ARN ribosomaux 16S. Donc tout ça a permis de passer d'une étape moléculaire un petit peu artisanale initialement à une étape de métaséquençage, puisque maintenant on amplifie, c'est sur la diapositive suivante, en fait, ces séquences variables au sein de ce gène en partant de primers ou d'amorces, excusez-moi, qui portent sur des séquences qui sont conservées, et on en retrouve donc dans ces gènes. On les amplifie par PCR, et on peut, sur une population bactérienne complexe, par métaséquençage, identifier la constitution de cette population par cette approche. Donc on peut passer d'une approche individuelle d'identification moléculaire d'un micro-organisme à une approche de métagénome. Et en fait, la première vraie évidence de la capacité d'assurer par cette méthode d'ARN 16S, enfin d'ADN codant pour l'ARN 16S, une population microbienne complexe a été apportée par un ami d'ailleurs qui s'appelle David Relman, qui est à Stanford en Californie, où finalement 316 ans après Anthony von Leeuwenhoek, il a dans deux papiers, dans PNAS en particulier, donné la composition de la flore buccale avec un degré de précision, et je ne rentre pas dans les détails, absolument exceptionnel, mais aussi avec la mise au point à l'époque de cette technique FISH qui permet d'hybrider sur les ARN et d'identifier finalement les bactéries dans leur contexte et de commencer à avoir une vraie géographie en fait, microbienne, en particulier ici dans la cavité buccale. Alors ça peut paraître un exercice un petit peu, je ne sais pas, cher, artificiel, dans la mesure où on savait déjà, pour ce qui concerne la pathologie, qu'un certain nombre de micro-organismes étaient impliqués. Par exemple, Streptococcus mutans dans la carie dentaire ou un certain nombre de micro-organismes qui sont responsables des piorrhées alvéolo-dentaires, des suppurations chroniques des gencives. Ce que les travaux comme ceux de David Relman ont vraiment introduit, et des successeurs, je pense que ça a été vraiment une révolution, c'est la nécessité de regarder la pathogénicité, même la pathogénicité, dans le contexte plus global de la flore.
Et ce que montrent certains travaux à l'heure actuelle, par exemple sur la carie dentaire, c'est que non seulement il faut la présence d'un micro-organisme cariogène comme Streptococcus mutans, mais il faut aussi la présence ou l'absence d'une flore microbienne particulière, et en particulier la carie est associée à un appauvrissement dans un certain nombre de micro-organismes qui produisent eux-mêmes des substances, des peptides antimicrobiens ou des éléments qu'on appelle des éléments de quorum sensing, c'est-à-dire des auto-inducteurs qui permettent d'assurer les équilibres de population microbienne. Donc on a une vision de plus en plus, en fait, par l'intermédiaire de ces travaux, qui va dépasser un microbe, une maladie, et qui va amener la notion d'un microbe, des perturbations d'une flore et la maladie, ce qui explique sans doute d'une façon importante le fait que certains micro-organismes soient présents, mais pas nécessairement causant la pathologie, parce qu'il faut un environnement, et cet environnement il est apporté en partie par ces microbiotes ou leur déséquilibre. Donc j'insiste là-dessus parce que je pense que ces études ont été non seulement pionnières en termes de technologie, en termes de coups de projecteur sur les flores, mais aussi nous amènent peu à peu à réfléchir un petit peu différemment notre vision de la pathologie. Alors, dans tout ça, bien entendu, il n'y a pas que de la technologie, il y a aussi de la réflexion. J'ai toujours plaisir à citer Theodosius Dobzhansky qui disait que rien n'avait de sens en biologie si ce n'est à la lumière de l'évolution. Je pense que vous aurez tous compris que j'adhérais à cette notion et qu'il est difficile d'imaginer que tout ce qu'on voit aujourd'hui et la précision, la qualité de l'équilibre de ces microbiotes n'est pas lié à une coévolution extrêmement longue. Et puis un autre héros de la microbiologie, que Duško connaît bien entendu, ils ont travaillé ensemble à une époque, c'est donc Joshua Lederberg, qui a été celui qui a introduit ce terme de microbiome, en fait, pour intégrer cette notion d'une communauté écologique qui comprend des symbiotes, des commensaux, mais qui peut éventuellement la partager avec des pathogènes, donc amener cet ensemble sous ce dénominateur commun finalement qui est le patrimoine génétique global que représentent ces flores. Tout ça, ça paraît parfois des évidences maintenant, mais c'était des concepts qu'il fallait véritablement mettre en place et ce sont des gens comme lui qui l'ont fait. Donc on se pose de plus en plus, ça pourrait éventuellement être l'objet de questions, de discussions, et une certaine difficulté finalement, je le disais tout à l'heure, à juger au fond comment cette coévolution s'est effectuée, quel a été véritablement le rôle de ces populations microbiennes dans l'évolution de l'espèce humaine. Est-ce que nous serions les mêmes sans micro-organismes? Tout ça, c'est des questions qu'on se pose à l'heure actuelle. On est en train, avec mon ami Brett Finlay à University of British Columbia à Vancouver, d'essayer de mettre en place une espèce de cellule de réflexion sur microbiote et évolution avec beaucoup de difficultés parce qu'encore une fois, il n'y a pas de passé dans tout ça. Ces micro-organismes ont probablement disparu. La nature des flores intestinales au XIXe siècle, c'était quoi? Sur quel échantillon on peut se reposer pour essayer d'aller voir un petit peu, même de façon relativement proche, on peut revenir là-dessus, mais c'est un vrai challenge, c'est un vrai défi. Donc il y a la théorie de l'hologénome de chercheur très original israélien qui s'appelle Rosenberg, qui initialement était sur la résistance, la sensibilité des coraux et qui a finalement considéré que ce qui était important, ce n'était pas le corail ou les microbes qu'il y avait dessus, c'était l'ensemble des deux qui assuraient l'homéostasie ou éventuellement la destruction des coraux. De là se rapproche beaucoup cette fameuse théorie du superorganisme, c'est-à-dire nous ne serions pas ce que nous sommes sans nos microbes, donc nous sommes avec nos microbes un superorganisme ou ce que d'autres appellent un holobionte. Alors c'est vraiment le triomphe du néologisme dans cette discipline, mais on verra, le temps dira quels sont les termes qui ont persisté et lesquels ont été contre-sélectionnés par la sélection naturelle. Le concept de l'organe oublié, ça c'est un peu romantique, pour ce qui concerne bien entendu la flore intestinale. Et puis tout ça a amené quand même une réflexion sur, très rapidement, lorsqu'on a eu la séquence du génome humain en 2001, à se dire, en particulier on a beaucoup discuté à l'époque, et David Relman et Stanley Falco en particulier ont fait plusieurs revues là-dessus, sur la nécessité de connaître notre second génome, c'est-à-dire de dire que le génome humain ne sera jamais complet
tant qu'il n'aura pas été supplémenté, si je puis dire, par la connaissance du génome microbien auquel il est associé. Et de là sont nées, en gros, dans cette réflexion globale, deux opérations absolument fantastiques qui sont MetaHit, dont Duško a été le coordinateur et nous parlera tout à l'heure, et le US NIH Roadmap Initiative sur Human Microbiome qui est censé assurer finalement la connaissance par les méthodes moléculaires de l'ensemble des microbiotes ou des microbiomes qui peuplent les hommes, parce qu'on ne parle pas d'un seul. Donc revenons, et pour terminer dans cette dernière partie au microbiote intestinal, je parlerai rapidement de la peau, mais je voudrais me servir du microbiote intestinal un petit peu comme un modèle de réflexion sur tout ça. Donc en fait, on a une flore très dense dans la cavité buccale, elle diminue considérablement dans l'œsophage et l'estomac, elle recommence progressivement à augmenter dans le duodénogégulum, dans l'iléon, et elle devient massive, bien entendu, dans le côlon. C'est une espèce de double gradient dont la nature n'est pas encore totalement comprise. Dans l'intestin, dans le côlon, il est clair que la nécessité biologique de cette flore, en particulier métabolique, explique probablement les nombres. Dans l'intestin grêle, en particulier du duodénum, peut-être il ne faut pas trop de microbes pour ne pas trop perturber les fonctions digestives humaines ou animales, mais toute la logique de tout ça est encore un petit peu difficile. Dans l'estomac, le pH très bas fait que très peu de micro-organismes sont susceptibles de survivre à pH 1, c'est le cas par exemple des Helicobactères. Il y a tout un travail à faire, qui reste à faire sur la nature des flores en dehors finalement du côlon, mais surtout en dehors des selles, qui est l'échantillon où généralement les analyses sont faites. Et la question de fond, c'est est-ce que ces selles reflètent véritablement la nature, la diversité, la complexité des flores autres que celles qui sont dans la partie distale de l'intestin? C'est une bonne question, mais malheureusement, les voies d'abord, si je puis dire, sont un petit peu plus difficiles et les approches pour les collecter sont un petit peu plus difficiles. Alors en gros, cette flore intestinale telle qu'elle est vue à partir de ces échantillons fécaux et finalement reproduisant ce qu'est la nature de ces flores dans l'intestin distal, il y a en gros deux grandes familles. Il y a 5 phyla, mais deux grands phyla qui dominent. C'est ce qu'on appelle les firmicutes, qui sont des bactéries à gram positif, essentiellement des anaérobies à gram positif, et puis des bactéroïdétes qui sont pour l'essentiel des anaérobies à gram négatif. Les firmicutes, c'est un phylum très large, très complexe, qui comprend des Clostridia en particulier, mais aussi les lactobacilles. Donc on est là dans une zone un petit peu plus familière. Les bactéroïdétes sont aussi des phyla complexes avec en particulier des bactéries comme Prevotella, Xylanibacter, on y reviendra, important dans par exemple l'hydrolyse des sucres complexes des végétaux qui est assurée par les microbes dans notre intestin. Les actinobactéries, Collinsella, Bifidobacterium, là aussi on revient un petit peu dans le domaine de ce qu'on appelle les probiotiques. Des protéobactéries, en particulier des entérobactéries comme Colibacilles, qui sont en nombre relativement limité par rapport aux bactéroïdes, aux firmicutes, mais qui peuvent augmenter, en particulier dans des situations pathologiques. Et puis quelques archéas, quelques archébactéries, en particulier Methanobrevibacter, qui est un genre très très prévalent dans l'intestin et qui en fait est une espèce microbienne qui va se charger de l'utilisation du carbone qui est libéré par un certain nombre de mécanismes biochimiques et le transformer en méthane. Et je ne vous en dis pas plus sur les résultats du travail de cette bactérie. Donc, comme vous le voyez, en fonction de la hauteur dans l'intestin, dans le gros intestin du cécum finalement là où on récupère ces selles, on est largement dominé par ces firmicutes et ces bactéroïdétes et finalement les protéobactéries en jaune restent très 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 minoritaires. Par contre, et on y reviendra ultérieurement, ces équilibres sont rompus en cas de pathologie et en particulier en cas de maladie inflammatoire de l'intestin. Vous voyez que les protéobactéries en jaune commencent à prendre une part très très importante dans cet équilibre microbien et dans un système qui est probablement un cercle vicieux. Ces micro-organismes augmentent en quantité, sont beaucoup plus pro-inflammatoires et donc vont donner de l'inflammation et ainsi de suite.
Et toute cette subtile équation entre la composition de la flore microbienne et la réponse inflammatoire, par exemple, de la muqueuse intestinale, va devenir un thème important sur lequel on reviendra. Alors, on reviendra bien entendu là-dessus, j'en parle très brièvement aujourd'hui, même si c'est peut-être un petit peu décevant pour certains d'entre vous. Finalement, pourquoi, si tant est qu'on puisse donner une réponse définitive aujourd'hui, sommes-nous hôtes d'un microbiote intestinal? Donc il y a une relation symbiotique, comme on en a parlé, qui s'est établie entre les bactéries résidentes et l'hôte eucaryote, multicellulaire, comme nous, et ces bactéries profitent d'un environnement. Elles profitent d'une température, elles profitent d'un pH qui sont stabilisés, de la présence ou non d'oxygène en fonction des nécessités, de la fourniture d'un certain nombre de nutriments. Donc le microbe, il n'est pas très difficile d'imaginer quel est son bénéfice, et je pense qu'en particulier la stabilité de l'environnement dans cette niche écologique est un des paramètres importants. L'hôte, par contre, gagne à des degrés divers un spectre et de capacités, en particulier de capacités digestives, métaboliques, nutritionnelles. On en reparlera, il y aura une leçon, voire deux là-dessus. Une capacité de protection contre l'intrusion de micro-organismes halogènes ou pathogènes, c'est ce qu'on appelle l'effet de barrière, c'est la loi du premier occupant. Ces microbes finalement occupent des sites, occupent des récepteurs, font que l'accessibilité, une fois que cette flore est installée, est beaucoup plus complexe pour des nouveaux venus et en particulier bien entendu des pathogènes. Et cet effet de barrière est sans doute un des éléments essentiels de la fonction de ces micro-organismes, en plus des fonctions métaboliques, nutritionnelles et en plus bien entendu des effets sur le système immunitaire, mais qui sont liés puisqu'il a fallu que le système immunitaire s'adapte à la présence de ces micro-organismes. Et donc dans cette notion de coévolution entre la flore intestinale en particulier et l'hôte, il y a une vraie notion de paradoxe finalement immunologique. On pense toujours à la réponse antimicrobienne dans la perspective de la réponse antipathogène, anti-infectieuse. Ce qu'il faut essayer maintenant d'intégrer dans notre équation, c'est la tolérance. C'est-à-dire qu'il faut que notre système immunitaire soit à la fois capable de tolérer ces micro-organismes qui sont pour l'essentiel bons pour nous, pour la santé, dans la mesure où ils nous apportent protection et éventuellement des suppléments en termes de fonctions nutritionnelles et autres à définir, et en même temps être capable, dans la seconde, dans la minute, d'identifier parmi ces milliards de micro-organismes le micro-organisme pathogène et mettre en place la réponse immunitaire adaptée, à la fois innée et éventuellement à terme spécifique. Donc on a là un vrai paradoxe qui, je crois, beaucoup plus que la simple résistance aux agents pathogènes a véritablement forgé notre système immunitaire et ça amène à une vision de l'immunologie un petit peu différente. Donc je vous ai remis là l'essentiel des fonctions biologiques qu'on peut attribuer à la flore intestinale. On y reviendra bien entendu ultérieurement en détail, mais sachez que certaines d'entre elles, en particulier la flore intestinale en termes de source d'énergie, sont des éléments extrêmement importants. Alors, comment elle s'établit cette flore intestinale? Quels sont finalement les paramètres de la mise en place? Le fœtus humain vit dans un liquide amniotique stérile. L'intestin humain à la naissance est stérile. Donc on se trouve, après la naissance, dans les minutes en fait, qui suivent la naissance, dans une espèce de révolution pour le fœtus qui devient un petit être humain, dans cette rencontre avec le monde microbien. Et il est probable que beaucoup de nos systèmes de régulation, pas uniquement immunitaires, se sont régulés par cette nécessité de prendre en compte cette flore microbienne, de façon d'autant plus compliquée que cette flore microbienne, elle va s'établir sur des bases différentes, selon que l'accouchement est vaginal, avec une prédominance par exemple de lactobacilles, qu'elle est faite par césarienne, où ça va plutôt refléter la flore cutanée avec laquelle l'enfant va être immédiatement en contact. Elle dépend du mode d'alimentation du nourrisson, au sein, au biberon, de l'environnement dans lequel il évolue, un environnement hospitalier, des antibiotiques, un environnement personnel dans des conditions d'hygiène variables. Et là, il y a bien entendu une dimension géographique importante. Donc la première expérience du nouveau-né avec le monde microbien va être essentiellement diverse. Et à partir de ça, il va falloir que ce petit enfant
développent des processus d'établissement de la flore qui vont amener à peu près à la première ou éventuellement à la deuxième année à quelque chose de relativement stable et cohérent. Et l'exercice est probablement très difficile. Et dans la réalisation ou l'échec de cet exercice, on a probablement, on y reviendra, des pathologies un petit peu inattendues qui vont être peu à peu à prendre en compte. Donc finalement, cette microbiote intestinal qui est en train de se mettre en place, il va falloir qu'il se diversifie et qu'il se stabilise. Donc un certain nombre de paramètres vont rentrer en ligne de compte qui sont vraiment à l'heure actuelle très intensément étudiés. Il y a le fond génétique de l'hôte, il semble qu'il y a un vrai rôle de la génétique de l'hôte dans le contrôle de la composition finale du microbiote, la physiologie intestinale, le régime alimentaire, le poids, les personnes obèses ont une flore intestinale différente, mais on reviendra là-dessus, l'environnement géographique, tout ça sont presque, à part peut-être la génétique, des paramètres qui intuitivement étaient relativement faciles étaient anticipables, disons. Un autre grand du domaine, Jeff Gordon. Jeff Gordon, dès les années 95, son premier papier vraiment qui illustre ça était dans Science en 1996, a été de commencer à établir finalement ce qu'étaient les bases de cette colonisation intestinale à partir du nouveau-né jusqu'à cette flore qui se stabilise vers la première ou la deuxième année. Et c'est lui qui a mis en place cette notion de colonisateur pionnier, en fait. Ce qu'il a montré dans ce papier de Science en 1996, c'est qu'un commensal, un symbiote plutôt classique qu'on utilise beaucoup, qui s'appelle Bacteroides tetaiota micron, était capable de changer l'environnement de la cellule épithéliale intestinale et en particulier d'induire des changements dans les motifs de sucre qui sont exprimés à la surface de ce qu'on appelle le glycocalyx ou les mucines produites par ces cellules, et en particulier d'induire l'expression et le branchement de radicaux de fucose pour complexifier cette arborescence de sucres complexes liés soit à des lipides, soit à des protéines, en particulier dans le cas des mucines. Et donc cette notion d'enrichissement en motifs de fucosylation a été la base d'un modèle de colonisation par vague pionnière où en fait la première, entre guillemets, bactérie va entraîner la fucosylation. Cette fucosylation va enrichir la gamme, la panoplie de récepteurs possibles qui va permettre l'association d'autres familles bactériennes qui vont elles-mêmes enrichir la gamme et ainsi de suite, et peu à peu, possiblement, va se construire cette flore microbienne telle qu'on va la connaître, stabilisée à l'âge de 1 ou 2 ans. Et je pense que je vais essayer de sortir un peu dans toutes ces histoires ce qui m'avait marqué au fur et à mesure dans les contributions. Je me souviens encore d'une Gordon conférence de ce travail présenté par Jeff, et à l'époque ça avait fait beaucoup de bruit. Alors la stabilité du microbiome, il est censé, sous réserve, et Douchko nous en parlera sans doute, être relativement stable chez un individu pendant l'adolescence, pendant l'âge adulte, et puis à partir de la vieillesse, alors bon, l'OMS met la vieillesse à 65 ans, ça me fait mal au cœur, mais c'est comme ça. La stabilité commence, mais il n'y a pas que la flore qui se dégrade à partir de 65 ans. La stabilité de la flore est un peu perdue et on commence à voir des variations s'installer sans très bien savoir si c'est un effet primaire ou secondaire à des éléments en rapport avec la sénescence globale, en particulier du système immunitaire. Donc on a peu à peu des chercheurs qui, par les méthodes moléculaires, ça a été repris dans une revue par exemple en 2011, essayaient véritablement, depuis la naissance jusqu'à cette première ou deuxième année ici, essayer de voir la variation des micro-organismes. Vous voyez initialement la richesse en firmicutes, c'est le mauve, et puis peu à peu l'apparition de protéobactéries chez ces très jeunes enfants. Et puis à partir du 4e, 5e mois, on commence à voir apparaître des bactéroïdétès. Et puis tout doucement, les choses tendent à se stabiliser avec des successions finalement dont la nature biologique est pour l'instant totalement inconnue.
une diversité qui augmente jusqu'à l'âge adulte, qui se stabilise et qui rediminue ensuite, une richesse qui globalement augmente et se poursuit jusqu'à... il y a plusieurs paramètres. Il y a vraiment la richesse, la diversité et puis la densité. Et c'est sur ces deux paramètres que les choses vont se juger. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Ce qui est important et qui est pris en considération de plus en plus dans cette vision un petit peu globale de la microbiologie, de l'homme dans son environnement microbien et de la médecine, c'est quels sont les facteurs qui vont éventuellement altérer cette flore. Et si des facteurs altèrent cette flore, premièrement, à quelle vitesse la flore va récupérer après ce stress, et deuxièmement, est-ce que cette altération va avoir un impact sur la santé de l'individu? Alors je ne vous cache pas que pour l'instant, il n'y a pas de réponse à ces deux questions. On peut imaginer que des modifications brutales de flore chez le très jeune enfant peuvent avoir des conséquences. Chez l'adulte, c'est plus difficile à dire. Tout ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, cette science de la résilience, telle qu'on l'appelle maintenant, de la flore intestinale, elle est très dominée par des travaux regardant finalement l'effet d'un antibiotique. C'est-à-dire après l'administration d'une dose d'antibiotique, que devient la flore intestinale? À quelle vitesse réacquiert-elle éventuellement sa diversité et sa densité? Et là encore, David Randman a été relativement pionnier, puisque dans une série de publications, il a pu montrer qu'après l'administration d'une dose d'antibiotique, on voyait la diversité et la densité de la flore diminuer. Et puis ce phénomène de résilience, c'est un terme de mécanique où quand finalement on tord une barre métallique, elle se redresse et elle reprend sa position immédiate. On va revenir peu à peu à des paramètres identiques, mais si on redonne un antibiotique, alors ça varie un peu d'un individu à l'autre, on voit qu'il y a des tentatives de résilience, de remontée, mais qu'on ne récupère pas totalement à la fois la diversité et la densité microbienne, et surtout que certaines populations bactériennes peuvent être perdues définitivement. Donc toute la question qui se pose, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte, c'est au fond quelles vont être les conséquences en matière de santé. Et ça s'analyse et ça se réfléchit en termes d'écologie. C'est ce qu'on appelle les états stables alternatifs. C'est-à-dire que par un stress, en particulier un antibiotique, on va changer la composition de cette flore, elle va se restabiliser dans cette nouvelle conformation. La question étant de savoir si cet état stable alternatif va finalement très bien compenser ce qui était fait antérieurement par la flore précédente, ou s'il va correspondre à ce nouvel état stable alternatif des anomalies qui peuvent être d'ailleurs bénéfiques. Avec les antibiotiques, on aurait tendance à penser intuitivement que ça ne va pas être nécessairement une bonne chose, mais qui peuvent être effectivement mauvaises pour la santé. Et comme aussi vous en parlera sans doute Duško, dans cette notion globale, je crois qu'il y a une règle générale dans la nature qui est la diversité. Tout ce qui touche à la diversité va avoir un impact négatif en règle générale, et je pense que les flores microbiennes ne vont pas véritablement faire exception à ces règles de base. Alors juste pour terminer, revenir un peu sur tout ce qui est méta-analyse, qu'elle se fasse par la RNCS ou par le séquençage en masse. Ces deux approches combinées, en fait, parce que j'aurais tendance à penser qu'elles se complémentent, ont permis ces dernières années, et en particulier depuis 2010, de nous donner une vision tout à fait exceptionnelle des flores. Et donc je voulais citer bien entendu ici le projet META-HIT. Encore une fois, la séquence du génome humain, c'est 2001, et Duško Erlich, avec un certain nombre de collègues européens et chinois, a mis en place à la fin de, ça doit être en 2008 ou 2009 j'imagine, même un petit peu avant pour les idées, ce consortium européen financé par le 7e programme cadre, qui s'est fixé l'objectif finalement d'apporter le métagénome de l'intestin bactérien de l'intestin humain, portant non pas sur un individu mais sur plus d'une centaine d'individus, et les choses se sont élargies depuis lors, avec cette approche de séquençage à haut débit de l'ADN d'échantillons de sel,
c'est des chiffres qui défient l'entendement. Hein. C'est 5 milliards de lectures courtes et finalement, à l'arrivée, l'identification de plus de 3 millions de gènes, probablement plus maintenant, en matière de microbiome global, de pan-microbiome en fait sur ces individus, qui donc fait encore une fois ou confirme cette notion de richesse génique. Il y a 150 fois plus de gènes microbiens dans notre organisme que de gènes eucaryotes, puisqu'on a environ 25 000 gènes eucaryotes actifs dans l'organisme. Donc, je ne rentre pas dans les détails, Douchko vous en parlera, mais des vraies questions et des débuts de réponses sur existe-t-il un microbiome corps partagé par l'ensemble des populations? Existe-t-il et quel est le degré de variation d'un individu à un autre? Tout ça sont des chiffres sur lesquels il reviendra, mais qui sont vraiment, je dirais, le fondement de cette nouvelle approche écologique que permet le séquençage massif, et puis surtout l'ouverture à autre chose que simplement un coup de projecteur sur la situation. C'est-à-dire l'ouverture d'une métagénomique descriptive avec un vrai catalogage des gènes et à partir de ce catalogage, une reconstruction et un diagnostic d'espèces fonctionnel. Au fond, connaître les gènes, connaître les opérons microbiens qui sont présents dans notre intestin nous dit immédiatement si la notation est faite correctement initialement, ce que peuvent être la fonction de ces gènes et donc quel rôle ils peuvent jouer, en particulier dans le métabolisme et dans la diversité métabolique. Analytique, on a vu l'exemple des antibiotiques, on peut en imaginer beaucoup d'autres qui permettent d'altérer la flore et de voir encore une fois ces mécanismes de résilience et les conséquences que ça peut avoir. Et puis elle est bien entendu pour l'instant en tout cas corrélative, c'est-à-dire essayer de relier des paramètres de cette flore en nature des gènes, en nature des espèces, en diversité, avec un certain nombre de pathologies et en déduire éventuellement à terme des biomarqueurs à partir de la flore intestinale, anticipant éventuellement sur des situations pathologiques. Donc on est dans une période qui est assez exaltante, je dirais, et où, Douchko nous en reparlera, on en est même à identifier, ils en sont même à identifier ce qu'on appelle des entérotypes, c'est-à-dire des groupes caractéristiques qui traversent les âges, qui traversent le sexe, qui traversent les frontières, qui montrent qu'il y a probablement des règles, des paramètres globaux, individuels et en fonction de l'environnement, en particulier alimentaire, qui permettent d'associer certains profils microbiens avec certaines situations. Alors pour terminer, et ça on pourra en discuter aussi, il y a, comme vous l'avez sans doute noté, un grand absent dans tout ce qu'on a raconté, ce sont les virus. Et la question au fond c'est, un, est-ce que ça a de l'intérêt, et deux, s'il y a des virus dans l'intestin, de quel virus peut-il s'agir? Alors on a tout de suite trouvé, bien entendu, la communauté a trouvé un très joli néologisme qui est celui de virome, et donc la question c'est, au fond, est-ce qu'il y a un virome intestinal? Et s'il y a un virome intestinal, qu'est-il et que peut-il éventuellement faire? Donc on commence à voir sortir dans la littérature des gens qui se sont vraiment intéressés au virome en allant, à partir de sels en particulier, purifier des VLP, des virus-like particles, c'est de le mettre dans les conditions où on va purifier les virus à partir de l'échantillon fécal, et bien entendu de métaséquencer l'ensemble de ces virus possiblement présents dans ces échantillons, donc encore une fois à l'échelon des selles. Et ce qui sort des études telles qu'elles commencent à apparaître dans la littérature, ce sont des espèces virales qui peuvent paraître un petit peu exotiques pour ceux ou celles qui arrivent à lire ce qui est écrit sur ce tableau, qui sont souvent d'ailleurs des virus de plantes, ce qui n'est pas nécessairement une surprise dans la mesure où ils sont probablement, ou ils ne sont pas probablement, ils sont apportés par l'alimentation, mais aussi une énorme prédominance de bactériophages, ce qui montre qu'en fait ce microbiome, il faut absolument le considérer dans le contexte de la présence des virus de bactéries que sont les bactériophages, qui sont à la fois présents de façon libre,
ayant accompli leur cycle lithique et donc présents et purifiés, séparés par la technique montrée précédemment, mais qui sont aussi lysogéniques, c'est-à-dire dans leur forme intégrée, et ça on l'observe dans l'analyse bioinformatique des séquences de phage, montrent qu'ils sont véritablement intégrés dans les génomes et peuvent en particulier appartenir à ces phyla des firmicutes ou des bactéroïdes. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que si vous regardez tout ce qui est en bleu ici, ça correspond dans cette analyse informatique qui a été faite sur les séquences à des gènes typiques de bactériophages. En fait, ça reconstitue le patrimoine génétique nécessaire aux bactériophages pour être ce qu'il est génomiquement parlant. Mais tout ce qui est de couleur différente du bleu, ça correspond à des gènes non bactériophagiques, mais associés bien entendu au génome de ces bactériophages. On le sait par l'intermédiaire des contigues et de la continuité du séquençage sur les fragments qui ont été étudiés. Et ce qu'on voit de plus en plus au sein de ces flores complexes, c'est des choses qui étaient peut-être un petit peu attendues, mais aussi des choses inattendues, comme des gènes du système CRISPR, qui sont des gènes qui codent pour des systèmes de protection du génome, et puis surtout deux types de gènes, des gènes de résistance aux antibiotiques et des gènes de virulence. Et je pense que ces études montrent de plus en plus qu'au-delà finalement de ce que peut être un bactériophage dans sa fonction qui est de parasiter une bactérie, de lyser la bactérie, de se multiplier et de refaire ce cycle autant de faire ce que peut, on commence à avoir une vision possiblement sur la fonction de ces bactériophages dans l'écologie de ces flores intestinales, et en particulier dans la transmission de gènes et l'enrichissement du patrimoine génétique d'un certain nombre de ces microbes, en particulier éventuellement entre guillemets en mauvais gènes, c'est-à-dire en gènes codant pour la résistance aux antibiotiques ou en gènes codant pour des facteurs de virulence. Donc il y a là, encore une fois, un coup de projecteur absolument spectaculaire qui va, je pense, remettre heureusement les bactériophages en selle. Excusez-moi, ce n'est pas un jeu de mots. Parce qu'on reconnaît non seulement leur présence en grande quantité, mais on reconnaît aussi leur capacité d'être des vecteurs à des gènes parfois peut-être un petit peu inattendus, et aussi connaissant éventuellement le potentiel thérapeutique en ces périodes de résistance aux antibiotiques, c'est certainement quelque chose qu'il faut prendre en considération. Alors tout ça est en train de s'amplifier maintenant avec le Human Microbiome Project qui va porter ou qui porte déjà sur l'analyse de flore, comme on l'a dit, buccale, respiratoire, urogénitale et au-delà bien entendu de ce qui a été fait sur la flore intestinale. Et donc on revient sur cette diapositive de la complexité de ces flores et je pense qu'il serait vraiment ennuyeux de rentrer dans les détails. Dernier point et puis une conclusion, la peau est la nouvelle frontière, si je puis dire, avec des difficultés techniques d'échantillonnage, de petitesse des échantillons qui fait que le deep sequencing, par exemple le séquençage profond, va être relativement difficile sur ce qu'on obtient d'échantillons, soit par coton ou soit par biopsie. Mais tout doucement, cette approche est en train de se construire. Et ce qu'on voit de plus en plus, c'est que par rapport à une notion un petit peu statique qu'on avait de la bactériologie cutanée, avec des micro-organismes dont la nature n'est pas remise en cause, Staphylococcus epidermidis, Micrococcus, des corinébactéries, Propionibacterium, en particulier Propionibacterium acnes, qui est un hôte tout à fait privilégié du follicule pileux. On avait une vision quand même relativement statique. Ce que ces études métagénomiques nous montrent, c'est vraiment plusieurs paramètres finalement qui étaient un petit peu inattendus. Tout d'abord, la diversité en gènes, donc en espèces. Là, on est dans de l'ARN-16S, donc on est vraiment au niveau de l'espèce avec les limitations que j'ai dit tout à l'heure. Donc, dans les zones sébacées, on a un certain nombre de populations bactériennes avec bien entendu des dominantes comme Propionibacterium. Dans les zones humides, on a, vous le voyez, d'après les codes couleurs, des grandes différences. Dans les zones sèches, on a encore d'autres espèces bactériennes ou des variations importantes quantitatives. Puisqu'on voit aussi, parce que là, en abscisse, ce sont les individus différents, il y a une dizaine d'individus dans cette étude, c'est qu'il y a aussi, même si en gros, le
corps microbien est conservé des grandes variations quantitatives, si tant est que l'approche soit véritablement quantitative d'un individu à l'autre. Donc on commence à voir émerger une microbiologie de la peau qui va bien entendu déboucher à terme sur les mêmes je dirais, questions et conséquences qu'au niveau de l'intestin, c'est-à-dire finalement quelle est la résilience de ces flores cutanées, quelle est la logique de la présence de telle ou telle espèce, de tel ou tel équilibre, quel est le rôle des antibiotiques ou d'autres facteurs des antiseptiques dans cette flore cutanée et quelles peuvent en être les conséquences bonnes ou mauvaises si des changements importants surviennent. Donc, je voudrais terminer en 2 diapositives sur finalement un peu une vue écologique et peut-être évolutionniste du mutualisme homme, mammifères et bactéries. Je mets ça un peu peut-être de façon provocative pour la discussion. Donc les communautés microbiennes qui composent le microbiote humain sont composées donc d'un mélange complexe d'espèces qui ont coévolué avec leur hôte. La diversité et les variations observées entre individus résultent de nombreux paramètres, on en a déjà parlé, l'historique de la colonisation, au moment de la naissance en particulier, les migrations d'espèces microbiennes entre autres, les interactions écologiques très fortes au sein des hôtes, symbiose, ce qu'on appelle la symbiose dans la symbiose. J'ai demandé à Marion Leclerc de l'INRA de venir nous faire un cours justement sur ces interactions entre les diverses populations bactériennes au sein d'un même écosystème. La variation entre les hôtes, elle peut être liée soit à l'alimentation, soit au fond génétique, et il commence à y avoir, à partir d'études, même chez des vrais jumeaux, une approche génétique de la recherche de traits qui sont fort probablement polygéniques, qui assurent la stabilité de ces flores. Et au fond, on peut se poser la question, à un moment donné, qu'est-ce que reflète la composition et l'équilibre du microbiote humain? Et j'ai un peu tendance à proposer qu'on est quelque part à une intersection, c'est-à-dire qu'on est à l'intersection de ce que j'appelle un peu une mémoire de l'évolution, c'est-à-dire quelque chose qui récapitule probablement tous les événements auxquels l'espèce humaine a été confrontée et a survécu grâce aux interactions mutualistes qui ont été proposées par cette diversité de microbiotes ou de microbiomes. Et puis l'intersection se fait aussi avec ce qu'on pourrait considérer comme une écologie contemporaine qui va intégrer la survenue rapide de nouveaux événements en 2 générations. Il faut quand même voir qu'on a été mis en présence de changements sociétaux, environnementaux énormes, la médecine périnatale, avec l'asepsie bien entendu qui entoure tout ça, l'hygiène, l'impact des antibiotiques, les nouveaux aliments, en particulier la stérilité des aliments, les nouvelles habitudes alimentaires, tout ça, ça a été, je pense, un choc et cette intersection entre peut-être cette mémoire historique, développementale, évolutionnaire et cette nouveauté brutale va amener ou est en train d'amener sans doute à l'apparition justement non pas d'un état stable alternatif mais de différents états stables alternatifs, certains pouvant porter des effets secondaires et on en parlera en particulier au moment de l'aspect métabolique des flores et de l'obésité. Donc, dans cette transition écologique pourraient résider plusieurs questions clés de la médecine contemporaine, et c'est peut-être pour ça, encore une fois, que tout ce domaine de la symbiose est en train de se construire et d'attirer énormément de scientifiques du domaine classique de la microbiologie, mais aussi d'autres disciplines, car ça a l'air d'être possiblement un centre intégratif intéressant pour renouveler un petit peu notre vision de notre interface avec le monde microbien. Voilà, donc je vais terminer là-dessus et en fait plus sur des considérations générales et des questions que je vous propose, que je propose aussi à Duško. Je vous propose de faire un petit break de quelques minutes. Si vous avez quelques questions brûlantes, n'hésitez pas à les poser. Et puis tout de suite après, je vous présenterai le séminaire de Stanislas Duško-Ehrlich avec encore une fois le thème qu'il a développé ces dernières années. Merci beaucoup.